Bonsoir auditrices, auditeurs de Studio Kalangu, il est 17h25 à Niamey et partout au Niger. C'est l'heure de votre émission Les Forums de la presse du Studio Kalangu. Rendez-vous avec nos confrères de Niamey pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi, le 26 septembre 2025, nous avons 3 sujets au menu. La rentrée scolaire 2025-2026 prévue officiellement le 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Dans ce forum, nous allons mettre un accent sur les préparatifs de cette rentrée dont le gouvernement a annoncé lors du Conseil des ministres du 4 septembre dernier. À suivre dans ce forum de la presse, l'analyse de nos confrères sur les retraits des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, de la Cour pénale internationale CPI. L'actualité, c'est aussi le sport, particulièrement le football, où les représentants du Niger qui participent aux campagnes africaines n'affichent pas de belles performances. Pour décrypter ces sujets, chers auditrices, auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Armi. Bonsoir Talman. Maimouna Jado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Tarnan Fouda Ahmed, je vais modérer ce forum. Amina Hassan va assurer la technique. La rentrée scolaire 2025-2026 au Niger est officiellement prévue pour le 1er octobre 2025 avec un effectif global estimé à près de 3 millions d'élèves, a annoncé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du jeudi 4 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national et c'est notre premier sujet pour ce forum de la presse. Maimouna, qu'est-ce qu'on peut dire sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026? On peut dire qu'il y aura une rentrée scolaire, mais est-ce qu'elle sera effective? C'est la question qu'on se pose. Ça serait difficile qu'on me dise que dans les régions, par exemple, vers Difa, les quelques communes de Difa et vers Maradi, Tawa et autres, qu'il y ait cette possibilité de rentrée scolaire effective sur toute l'étendue du territoire national. Les parents d'élèves se posent la question. Le gouvernement même réfléchit à comment faire pour qu'il y ait cette rentrée scolaire effective. Donc ils sont encore en train de réfléchir. Parce qu'il y a des zones où, jusqu'à présent, comme je suis en train de le dire, les affectations des enseignants, je ne sais pas si les enseignants ont pu rejoindre leur poste. Parce qu'il faut d'abord être payé, avoir de quoi te préparer d'abord pour pouvoir aller là-bas, parce que c'est une affectation. Tu ne peux pas ne pas avoir ton salaire ou bien ton pécule et puis partir là-bas et ta famille. Tu vas les mettre dans quelles conditions? Parce qu'il faut là aussi réfléchir à tout ça là. Maintenant, deuxièmement, il y a des écoles qui sont fermées. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans que ces écoles sont fermées. Mais est-ce que la question de l'ouverture de ces écoles est d'actualité? Mais parce que déjà, vous avez dit 5 ans, 6 ans déjà. Il y avait eu des écoles à un moment donné, je me rappelle très bien, ils avaient dit que l'État a pu ouvrir quelques écoles dans ces régions d'insécurité, notamment vers Tillabéri. Dans ce cas, est-ce qu'il y a cette possibilité? Les écoles qui ont été ouvertes, est-ce que ça existe encore? C'est ça aussi. Et il faut tenir compte que nous ne sommes pas encore dans la période de récolte. Il y a d'autres régions qui n'ont pas commencé à récolter. Et quand il faut avoir les matériaux définitifs pour pouvoir construire même les classes en paillotes, ça, on tient compte dans certaines régions. Et malheureusement, il y a des écoles où il n'y a même pas une seule classe en matériaux définitifs. Donc il faut reconstruire les classes en paillotes. Oui, ça veut dire qu'il y a des écoles où c'est pratiquement toutes les classes sont des classes en paillotes. Donc comment est-ce que la rentrée peut être effective à ce niveau? Il faut se poser des questions. Nous, ça nous plairait en tant qu'aujourd'hui citoyens, en tant que parents d'élèves, qu'on dise que la rentrée a été effective et les conditions ont été réunies pour cette effectivité de la rentrée. Et que nous sommes des parents d'élèves et nous soucions également, comme le gouvernement se soucie de cette rentrée scolaire. Nous sommes d'abord les premières personnes à se soucier parce que tu ne voudrais pas quand même qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Au moment où, par exemple, au niveau du privé, les enfants vont aller à l'école le premier jour parce que les dispositions ont été prises. Ils vont commencer les cours et qu'au niveau de l'école publique, que ça tarde au moins une semaine de retard
ou presque 2 semaines de retard. Parfois 1 mois de retard. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il ne sert à rien d'aller très vite en besoin quand on sait qu'il y a certaines difficultés qui peuvent empêcher la réussite de cette rentrée scolaire. S'asseoir avec les partenaires, discuter pour pouvoir trouver les moyens de reporter la rentrée scolaire à une date qui conviendrait pour tout le monde. Mais là, c'est quand les conditions ne sont pas réunies. Parce que là, le gouvernement n'a pas dit que les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est ce que nous pensons. En fait, c'est le constat que nous sommes en train de dire aujourd'hui, que nous avons fait autour de toute cette question de rentrée scolaire. En nous écoutant, le gouvernement aussi saurait que tout ce que nous sommes en train de dire, il y a quand même une part de vérité et vérifiable dedans. Merci beaucoup, Adja Memouna. Abba, vous allez parler. Vous avez déjà la parole. Voilà, d'accord. Donc, sans couper les autres, en fait, c'est pour dire que dans le cadre des préparatifs, des choses intéressantes ont été faites. Le dialogue avec les partenaires sociaux de l'école, c'est une très bonne chose. Des promesses ont été faites et on a vu des pistes de résolution des problèmes pour les arriérés de salaire, de pécule et même les arriérés des incidences financières, et des solutions à la feu Hamamadou, notamment des parcelles qui pourraient être... C'est très positif. Moi, je pense que c'est comme ça, il faut affronter les problèmes. Et ils ont aussi réduit les coûts dans les écoles privées et même, je crois, publiques, en tout cas payants, quoi. Là où c'est payant, de 20%. Voilà, c'est très sensible au niveau des parents d'élèves, ils ne font qu'apprécier. Même si il faut aussi se soucier du côté des promoteurs pour voir eux aussi en retour, normalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour... Oui, mais il y a déjà des promoteurs qui ont fait des communiqués pour annoncer aussi... Non, ils ont accepté. Ils ont accepté. Nous, on connaît. On vit ça le jour et tous les jours. Il y en a qui ont accepté par les promoteurs, mais pour que la qualité reste la même, il faut aussi des mesures d'accompagnement. J'espère que le gouvernement a pensé à ça. Maintenant, cette question de classe en paillotte, moi je pense qu'on doit trouver une solution à la nigérienne. Une classe qu'il faut reconstruire chaque année. Si tu fais sur 10 ans, c'est comme si tu en as payé un truc définitif, mais qui n'est pas là. Donc autant penser, vraiment réfléchir. Par exemple, sous le président Tanja, je me rappelle, il y avait des classes préfabriquées. Et il y en a qui existent encore. Ça fait lui-même combien d'années qu'il n'est pas au pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est pendant qu'il était au pouvoir qu'il a eu à faire. Si on peut faire des choses comme ça, ça peut nous permettre de réfléchir sur comment doter nos écoles en matériaux définitifs. Parce que les écoles, il n'y a pas de la magie. Au début, je disais qu'on n'invente pas la roue. Partout dans le monde, les écoles, c'est en matériaux définitifs. Il faut les faire comme tels. Nos enfants, nous les aimons comme les enfants du monde entier, vraiment. Il faut qu'ils soient dans ces conditions pour qu'ils nous remplacent un bon jour. Parce que sinon, tant que le cadre n'est pas créé pour enseigner, pour vraiment apprendre, d'apprentissage n'est pas créé, on aura beau crier, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, leurs enseignants, ils ne doivent pas être dans certaines conditions. Ils sont sous-payés déjà, sous-payés. Parce que les pécules, sincèrement, ça ne représente pas grand-chose. Il ne faut pas se les cacher, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il y en a qui vont à la retraite avec les pécules à 64 ans. N'est-ce pas? Ils n'ont pas connu vraiment de carrière heureuse, il faut se le dire. Et donc, il faut que le gouvernement du Niger, celui-là ou un autre, tout le monde qui va venir au pouvoir, qu'il songe à régler définitivement le problème de l'école. Ça ne peut pas attendre. Il ne faut pas reporter, à mon avis. Malheureusement, quand on regarde le budget, c'est l'un des budgets les plus élevés, 284 milliards, si je ne m'abuse, ou 384 milliards, dans le budget de 3 000 milliards. C'est beaucoup, mais des engagements que le Niger a eu à prendre, tant au plan interne qu'externe, qui tournent autour de 16%, de 20%, il faut pouvoir les respecter et les mettre en œuvre. Sinon, c'est l'éternel recommencement et toujours la rentrée sera là pour nous rappeler qu'on n'est pas prêt, qu'on n'envoie pas nos enfants dans des écoles de qualité et donc dans la concurrence mondiale nous serons
toujours à la traîne. Merci beaucoup, Arimi. Monsieur Abdoulaye Soumana, vous avez entendu, nos confrères ont relevé des défis liés à l'acheminement des fournitures scolaires, des classes occupées par des eaux ou bien des classes en paillotte. Vu tous ces défis, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les conditions sont réunies pour une rentrée scolaire? Au stade actuel, c'est vrai, les confrères ont fait l'état de lieu. Les fournitures scolaires ne sont pas encore acheminées. On se rappelle, l'année passée, à pareil mois déjà, on a vu des camions qui ont commencé à être chargés et convoyer les fournitures scolaires. Maintenant, les classes sont occupées. Des infrastructures sont également détruites, notamment des salles de classe, des latrines. Tous ces aspects font qu'aujourd'hui, on ne peut pas peut-être dire qu'à partir du 1er octobre, n'est-ce pas, que la rentrée scolaire soit une rentrée purement effective. Du point de vue effectivité au niveau des acteurs, on peut peut-être dire que le personnel peut être sur place. Oui, mais à ce niveau, on parle déjà d'autres contractuels qui n'ont pas encore perçu leur pécule du mois d'août. Et là, nous sommes à la fin de septembre, parce que tous ceux qui ont été affectés, il faut qu'ils rejoignent leur poste à l'intérieur du pays. Au stade actuel, en tout cas, le pécule du mois d'août a commencé. Au niveau du CCP mobile, il y a quelque temps, qui a connu quelques petits problèmes, mais qui a été corrigé. Et depuis aujourd'hui, je crois que le biétage a commencé, effectivement. Le biétage a commencé. Le biétage du mois d'août, bien sûr. Voilà, mais Abdoulaye, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui doutent encore d'une rentrée à partir du 1er octobre? Je ne doute pas, étant donné que les autorités ont fixé cette rentrée à partir du mercredi prochain, le 1er octobre, et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de mot d'ordre pour boycotter cette rentrée scolaire. Donc, on peut prétendre que les portes des établissements vont rouvrir à partir du mercredi prochain. Ils sont déjà ouverts pour le personnel administratif. Voilà, merci beaucoup, Abdoulaye. On va marquer une petite pause avant de continuer ce forum. Voilà, le deuxième sujet de ce forum de la presse. Le 22 septembre, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé par communiqué conjoint leur retrait immédiat du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel qualifient la CPI d'instrument de répression néocoloniale, lui reprochant une justice sélective et son incapacité à juger certains crimes graves. Armi, on va continuer avec vous. Vous avez certainement suivi cette actualité relative à ces retraits. Selon vous, est-ce que les raisons évoquées par ces trois pays suffisent pour quitter la CPI? C'est comme on dit en Hausa, c'est ra'ayi, c'est l'opinion, c'est vraiment, et c'est une question de souveraineté de tous les États. Là, les trois États ont décidé de quitter, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait leur droit. Maintenant, les raisons avancées, c'est le poids d'un certain nombre de pays, de puissances qui en font leur instrument. Pendant des périodes, on a eu déjà, avant même l'avènement de l'AES et tout, on a eu, je me rappelle, à condamner ces choses-là. Et même l'Afrique a résisté en ne voulant pas envoyer l'ancien président tchadien Hissène Habré, et qui a été jugé à Dakar, n'est-ce pas, en créant une cour africaine uniquement pour le juger. Donc je crois qu'il y a des raisons, mais seulement c'est une cour qui a plus de 150 membres aujourd'hui à travers le monde. Parmi les 200 et quelques pays dans le monde, il y a 150 au moins qui ont adhéré et qui se retrouvent à travers cette... Toujours est-il que moi j'aurais voulu que l'AES crée d'abord le cadre qui va lui servir pour suppléer cette cour internationale avant le départ. Parce que là, il y a comme un vide, et les conflits et les besoins de jugement international, ça ne manque pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est un monde global. Bon, par contre, le départ... Oui, là, ils ont dit c'est le départ définitif, mais c'est comme le départ de la CEDEAO. Il faut encore attendre, il y a un délai, et tout. Donc, peut-être que d'ici là, ils vont créer le cadre de l'AES qui va prendre en compte nos réalités locales, comme ils le disent. Déjà, ils ont évoqué la création d'une cour pénale au Sahel. Voilà, donc du Sahel. Peut-être que... rencontre qui s'est déroulée oui, mais vraiment, je pense que c'est une question d'appréciation. Pour moi, l'un n'aurait pas dû exclure l'autre, parce que c'est quand tu n'as pas
un cadre, tu n'es pas obligé d'attraper les gens et de les envoyer systématiquement à la CPI. Maintenant, ça veut dire que si nous on quitte, peut-être que des enquêtes de la CPI sur nos territoires ne se feraient pas, peut-être c'est des choses comme ça, mais toujours est-il que c'est une question de souveraineté qui est évoquée. Justement, nous allons revenir sur cette question de souveraineté, mais entre-temps, Soumana, pourquoi ces retraits maintenant? Est-ce que c'est lié au régime en place dans ces 3 pays? Moi, je ne crois pas. En tout cas, dans tous les cas, ces régimes ont comme postulat le fait de l'aspect souverain. Donc, depuis que les militaires sont au pouvoir, cette fibre patriotique qui est en train de faire du chemin, qui donne un peu l'exemple pour pratiquement les panafricains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là où ces 3 pays ne trouveraient pas leur intérêt, ou ils ne se sentiraient pas, comment je vais dire, ils ne se sentiraient pas très concernés, donc ils vont tout simplement claquer la porte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sorte d'épée Damoclès, la CPI. Moi, je pense que c'est une sorte d'épouvantail épée Damoclès qui planait sur les chefs d'État africains. Et on a vu dans sa marche, dans son fonctionnement, que c'est surtout certains dirigeants africains qui ont été inquiétés. On peut prendre l'exemple... Mais là, il y a des mandats contre des dirigeants qui ne sont pas africains. Par exemple, il y a un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien. Et pourtant, qui est libre tranquillement, tout ça. Et pourquoi maintenant c'est surtout on fait la fixation sur les dirigeants africains. C'est là où le problème se pose. Vous allez répondre à cette question. Vous allez continuer sur cette fixation. C'est déjà évoqué par le communiqué des retraits. Maïmouna, qu'est-ce que vous pensez de ces retraits? Moi, ce que je pense de ce retrait, c'est comme l'a si bien dit mes 2 confrères qui m'ont précédé. Si les 3 pays se sentent, en tout cas, pas en sécurité du point de vue de la CPI, c'est bien normal qu'ils décident de quitter la CPI. Parce que la CPI, pour eux, c'est non seulement 2 poids 2 mesures. Ceux qui doivent être inquiétés ne sont pas inquiétés. Et ceux qui n'ont rien, par exemple, qui doivent inquiéter, ce sont ces présidents-là qui sont dans le collimateur de la CPI. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État africains de l'AES. Et je pense que cette décision, ils ont minutieusement eu le temps de réfléchir. Nous sommes en mode observation. Ce qui est sûr, ils ont dit dans leur communiqué qu'ils auront d'autres mécanismes pour pouvoir respecter les droits humains dans les 3 pays-là. Cette décision s'inscrit dans leur volonté d'affirmer leur souveraineté, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et de privilégier des mécanismes endogènes pour surtout la consolidation de la paix dans un Sahel en guerre et de la justice. Les gouvernements concernés invoquent la défense de leur souveraineté armée. Déjà, vous vous êtes lancé sur ces points. Comment concilier cette souveraineté avec la responsabilité de protéger les populations et de garantir les crimes les plus graves ne resteront pas impunis? Écoutez, l'un des pays africains qui a connu notamment l'un des crimes traité par la Cour internationale de justice, je vais parler de génocide, c'est le Rwanda. L'essentiel des jugements relatifs à cet génocide-là n'a pas été traité par la Cour pénale internationale. Mais le Rwanda a su mettre en place ce qu'on a appelé des gachacha, n'est-ce pas, et qui s'en sont occupés et qui ont jugé selon justement des critères endogènes, et qu'ils ont trouvé beaucoup de solutions par rapport à ça. À un moment, l'Afrique du Sud a essayé aussi, par rapport à l'apartheid et tout, des séances de pardon, des trucs comme ça, qui ont aussi quand même apporté leurs résultats. Non, les mécanismes ne manquent pas. Moi, je pense que la souveraineté n'exclut pas le respect des droits. Maintenant,
Ça dépend vraiment des hommes qui sont, comment on appelle, qui vont mettre en œuvre tout ça, et la souveraineté et vraiment la justice, quoi. Les mécanismes endogènes, je crois que c'est une très très bonne chose parce que les peuples ont vécu ensemble pendant des années, ils ont mis en place des choses qui sont souvent ignorées par les structures, les organisations internationales et tout. Mais je crois que ce n'est pas si extraordinaire que ça, à mon avis. On peut sortir de la CPI, ce n'est pas la fin du monde. Merci beaucoup, Arimi. Soumana, est-ce que vous pensez que ces retraits, il aura des conséquences? Je ne sais pas. Quelles conséquences? Nous sommes dans une démarche purement souverainiste, donc on assume et on continue, la vie continue, c'est tout. L'essentiel est que ceux qui sont aux commandes essaie d'être vraiment juste. C'est ça qui est le plus important. Parce que, M. Tarnan, vous voyez, chez nous, il y a un leitmotiv qui est là, la justice sociale. C'est très important. La justice sociale. Voilà. Ok, on va marquer une petite pause avant d'entamer la troisième partie de notre forum de la presse. Comme je l'ai dit, la troisième partie de notre forum et qui est la dernière partie, c'est consacrée au sport. Le club nigérien engagé dans les campagnes africaines, à savoir AS Fan, AS Nigelec, mais aussi quelques catégories de la sélection nationale, à savoir MENA KDI 17, MENA I20 version féminine, sont engagés dans des compétitions et les week-ends passés, ils n'ont pas accouché les résultats escomptés, ils n'ont pas affiché de très belle performance dans ce sens. Avec nos confrères, nous allons analyser cette situation de sport roi. Armi, au vu de tout ce qui précède, au vu de ces résultats, quelle analyse aujourd'hui faites-vous de la prestation de nos clubs? Heureusement, avant que tout ça n'arrive, le MENA A avait gagné la Tanzanie 1-0 en déplacement. C'est extraordinaire et ça mérite d'être salué. À part ça, les filles ont pris le plus gros lot avec un 9-0 par les Camerounaises. Ensuite, l'AS Fan a baissé l'échine, comme on dit, devant l'Espérance de Tunis, 3-0, et à domicile au stade général Séné-Koutié. Bon, mais les garçons U17, ils ont quand même gagné avant-hier le Togo 3. Lors de leur deuxième sortie. 3-1. Bon, moi je pense que globalement, on a un problème en football. Malheureusement, on peut l'appeler le sport roi parce que le sport, c'est le sport prisé par la jeunesse. Et on sait que notre jeunesse constitue l'écrasante majorité de notre population. Mais il y a lieu, et ça je l'ai dit à l'endroit de la Fédération nigérienne de football, du ministère des Sports, et tous les autres structures organisées amateurs de ballon rond, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire. Comme quoi, par exemple? Écoutez, c'est aussi simple que ça. Quand ça marche au Burkina, quand ça marche au Mali, quand ça marche relativement au Bénin à côté de nous ou au Togo, n'est-ce pas? On a tout en commun avec ces pays-là. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Qu'on perde une fois sur deux, je suis d'accord. Une fois sur trois même, je suis d'accord. Mais on perd... Mais pas toujours. 4 fois, 5 fois, 6 fois avant de gagner une fois, je crois qu'il y a un problème. Et là, malheureusement, y compris nos confrères journalistes, c'est prêt au jeu. Il n'y a personne qui dénonce pour dire que voilà la piste à suivre au lieu de celle-là qu'on est en train de suivre. Donc ils ne sont pas en train de dire que ça ne va pas. Non, personne ne le dit. Personne ne le dit. Et ça, ce n'est pas dans le sens vraiment qui arrangerait notre football. Aujourd'hui, l'État n'hésite pas à mettre la main dans la poche, mais aussi les structures internationales essaient de nous mettre au même diapason que les autres pays en injectant assez de ressources, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas pour faire directement, mais ils mettent dans la formation pour les jeunes, ils mettent dans la formation pour les filles, n'est-ce pas? Pourquoi chez nous ça ne marcherait pas? Il n'y a pas de raison. Quand le Mali, avec lequel on a tout en commun, est l'une des équipes la plus crainte aujourd'hui en Afrique entière,
que chaque CAN qui vient, on pense que le Mali va remporter sa première CAN. Alors que nous, on n'arrive pas à se qualifier depuis 12 ans. Moi, je pense qu'il s'impose un forum sur le football nigérien. Aujourd'hui, le football est un pôle économique dans plusieurs pays de la sous-région. Mais Mouna, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi le football ici au Niger, ça ne va pas? Pourquoi le football, ça ne marche pas? C'est parce que tout simplement, les conditions ne sont pas réunies aussi. Il faut regarder de ce côté. Aujourd'hui, est-ce que les filles comprennent, en tout cas, pour les former, elles sont formées dans quelles conditions? Le foot en tant que tel, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'avancée? Pourquoi jusqu'à présent nous sommes à la traîne? C'est-à-dire que c'est à l'interne qu'il y a des difficultés. Donc il faut régler d'abord ces difficultés à l'interne pour pouvoir estimer peut-être que le sport du Niger comme le foot puisse faire sortir le nom du Niger. Abdoulaye, vous venez d'écouter les deux confrères. Leur analyse laisse croire que le football nigérien est malade. À votre niveau, quelle analyse faites-vous de la situation? Oui, le football, il est malade. Quelle thérapie il faut l'inoculer? Je crois que Arimi a déjà donné un pan convoqué des états généraux du football. J'ai comme l'impression que c'est... Comme on est au Niger, c'est les meilleurs et on les écarte, on ne compose pas avec eux. Et on préfère prendre ceux-là juste pour composer une équipe et puis aller de se voir éternir l'image du pays. L'État, en tout cas, montre sa volonté à accompagner chaque fois quand nos représentants font pour ces grandes rencontres internationales. Je crois qu'ils sont réussis par le chef de l'État ou bien le Premier ministre avec le drapeau national, tout ça là, et pour maintenant assurer une certaine des conditions, garantir en tout cas le minimum pour qu'ils puissent mouiller le maillot comme on le dit, mais à l'épreuve des faits, au finish, on constate que c'est 0 à l'arrivée. C'est 0 à l'arrivée. Ok, voilà, on va continuer ce débat, bien qu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Peut-être on va répondre à une question et on va se dire au revoir. Armi, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le football nigérien dans cette situation dans laquelle se trouve aujourd'hui? Écoutez, il faut, je crois, faire une refondation du football nigérien. Refondation du football nigérien, pas en abandonnant ceux qui pratiquent actuellement, pas en abandonnant l'équipe A ou B, A'. Non, tout en investissant, parce que les enfants ont besoin de repères. Ils ont besoin de voir les grands jouer pour qu'ils continuent eux aussi à jouer et prendre l'exemple. Donc il faut les laisser jouer, mais se fixer un objectif, à mon avis, dire que dans 10 ans, nous serons compétitifs et nous pourrons croiser le fer avec n'importe quelle équipe dans le monde. En quoi faisant? C'est en investissant énormément dans les enfants, c'est-à-dire des enfants de 10 à 13 ans qu'on va former au niveau de tout le pays. Ça dépasse un programme à mon avis, je l'ai dit, ça a été mal pris à une certaine époque, mais ça dépasse vraiment la taille d'une fédération, à mon avis. L'État doit s'y mettre. Et l'État doit s'y mettre parce que je disais aussi que le football est un pôle économique. C'est un pôle d'emploi, ça rapporte beaucoup, mais aussi ça crée de l'emploi. Même maintenant, avec les piètres résultats que nous avons, mais vous avez au moins 14 clubs de première ou 16 clubs de première division. Chaque club paye les joueurs, les enfants, de 50 à 200 000 quand je savais, 200 000, 400 000, même il y en a qui étaient payés parmi les enfants. Les entraîneurs sont payés parce que chaque équipe a au moins 2-3 entraîneurs. Les porteurs d'eau est payé. Et puis il y a beaucoup de commerce qui se crée autour de chaque club. C'est un pôle économique. Si on a des équipes qui marchent, quelqu'un est venu du Maroc hier, il me dit, mais le Rabat a changé, tu ne peux pas croire. Toi qui n'es pas allé depuis 2-3 ans, mais si tu pars, il y a des endroits que tu ne vas même pas reconnaître. Ils vont recevoir la Coupe du Monde. Parce que le Maroc fait partie de la Coupe du Monde, pas 2026, mais 2030, avec le Portugal et un autre pays européen. Le Maroc est retenu. Et ils vont recevoir des matchs de Coupe du Monde. Dans ce cadre, ils ont transformé leur pays parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui rapporte. La Côte d'Ivoire, quand ils ont reçu la dernière CAN, ils disent qu'ils ont investi autour de combien de milliards, mais
ils disent que les bénéfices, rien qu'avec les gens qui sont venus en tourisme, qu'ils estiment à plus d'1 million et qui a ce que ça a rapporté, ils ont déjà amorti les coûts avant que les gens ne s'en aillent. Le mois a suffi pour ça. Et aujourd'hui, du point de vue même touristique, pour la suite, la Côte d'Ivoire est prisée plus que tout le monde. Donc le football, ce n'est plus un simple sport, c'est du business. Et il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Malheureusement, le privé aussi n'investit pas chez nous. Aujourd'hui, si tu pars des clubs, des centres de formation, ici à côté, vous allez voir sur Internet, comme c'est la rentrée, ils ont commencé beaucoup de publicités, j'ai vu au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, plein d'enfants qui sont recrutés pour faire de l'école sport. C'est-à-dire l'enfant, il va faire les deux. S'il n'est pas un très bon sportif en grandissant, au moins il aura fait l'école. Mais nous, il n'y a pas, le privé ne s'intéresse même pas à la chose sportive. Ça aussi, c'est un véritable problème. Mais investissons là-dedans, envoyons nos jeunes, nos entraîneurs apprendre ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, le football, il est scientifique. Tu ne peux pas apprendre dans la rue, sauf vraiment si Dieu t'a donné pour être compétitif. C'est fini ça. C'est fini ça. Voilà, merci beaucoup Armi. Mais Mouna, qu'est-ce que vous avez ajouté? Armi a proposé une refondation du football. Mais je suis entièrement d'accord avec Armi. C'est vraiment de refonder, puisque nous sommes dans un état où on parle de refondation. Oui. Donc il faut qu'on essaie de refonder les secteurs. Hein. Il faut que les choses bougent. Il faut qu'on arrive à un stade où on n'aura pas d'inquiétude quand nos joueurs vont dans un pays étranger pour pouvoir disputer les matchs. Il faut qu'on soit rassuré ici même au niveau du Niger. Quelles sont les mesures qui accompagnent ces joueurs-là? Oui. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas prendre l'expérience sur le Mali? Par exemple. Pourquoi ne pas prendre l'expérience? Parce que nous sommes déjà dans un état de AES. Et je pense que le Burkina Faso et le Mali ont beaucoup de choses quand même à nous montrer en matière de sport. Mais pourquoi ne pas aller vers ces gens-là? Pourquoi ne pas leur demander? Est-ce que c'est une honte de demander quand on veut se relever? De toute façon, le Burkina, depuis 4 ans, ils ne jouaient pas leur match à domicile parce que notre stade et le leur n'était pas homologué. Mais là, façon, l'État burkinabé a retapé le stade du Katout. C'est extraordinaire. Ils ont vu parce qu'ils savent, mais aussi c'est parce que ça marche chez eux. Tu as combien de gens qui vivent du football au Burkina? Et donc, le gouvernement a très bien compris, ils ont investi ce qu'il faut et aujourd'hui ils reçoivent leurs matchs. Et certainement, on va recevoir peut-être certains de nos matchs chez eux désormais. Donc ça, c'est des choses déjà qui disent long. Parce que chez nous, bon, si tu ne gagnes pas, tu n'encourages pas aussi le gouvernement à investir pour toi. Tu ne peux rien exiger. Abdoulaye, vous allez clôturer cette émission. Qu'est-ce que vous proposez pour l'amélioration du football nigérien? Ça ne va pas, il faut diagnostiquer. Et à partir du diagnostic, il faut trouver le remède. Et je crois que nous sommes unanimes du fait que nous sommes dans un processus de refondation. Tous les secteurs doivent être concernés par cette refondation. Le sport aussi doit être refondé et je crois que le football, notamment féminin, doit être prisé dans cette politique de refondation. Et peut-être tendre vers sur les états généraux. Encore. Du sport ou du sport en général et du football en particulier si on veut aller par étapes, pourquoi pas. Nous avons un nouveau directoire au niveau de la Fédération nationale du football. Je crois que c'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, donc de faire en sorte que tous les bouchées soient mis pour que ça puisse rayonner. Voilà, auditeurs, auditrices du studio Kalangou, vous venez d'écouter le forum de la presse. Nos confrères ont répondu présent. Vous avez écouté leurs analyses sur les préparatifs de la rentrée scolaire, sur les retraits du pays de l'AS, de la CPI. Ils ont aussi recommandé une refondation du sport en général et du football en particulier. Nous sommes à la fin de ce forum de la presse. Nos remerciements à nos invités, Armi Abba, journaliste à la radio alternative, Maïmouna Jado, journaliste indépendante, Soumana Abdoulaye, journaliste indépendant, moi Tarnan Foudahmed, j'ai assuré la modération, Amina Hassan a assuré la technique. Très bon week-end à tous.